Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Le FMI et l'Angola renouent leur collaboration après une année de suspension. Les deux parties ont rendez-vous à Luanda au mois de novembre. L'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal sera bientôt ouvert au public. Son inauguration est prévue pour le 7 décembre prochain. Enfin, Paris s'apprête à accueillir la première édition du forum PPP Afrique sur le financement des infrastructures et l'énergie. Une mission du Fonds monétaire international est donc attendue en novembre prochain à Luanda. Objectif, discuter de l'évolution de la situation économique du pays. La mission annoncée aboutira peut-être à une assistance technique du FMI au nouveau régime angolais. Après l'échec des négociations pour la conclusion d'un accord l'année dernière, l'Angola et le Fonds monétaire international renouent leur collaboration. En effet, une mission du FMI se rendra à Luanda au mois de novembre. Les experts du FMI vont s'informer sur la situation macroéconomique du pays et sur les orientations du nouveau gouvernement installé à la suite de l'investiture du nouveau président João Lourenço. Il s'agira de la première mission de prise de contact entre le nouveau gouvernement et le FMI qui est engagé à conseiller les États membres sur l'adoption de politiques macroéconomiques cohérentes et à fournir une assistance technique pour aider les pays en difficulté à sortir de la crise à travers notamment des réformes destinées à augmenter leurs revenus fiscaux et à rationaliser leurs dépenses publiques. Cette mission du FMI intervient alors que l'année dernière, les négociations entamées en avril pour la conclusion d'un accord adossé à une assistance financière sous forme de prêt de 4,5 milliards de dollars ont été suspendues au mois de juin par les autorités angolaises. Cette fois-ci, les deux parties vont peut-être accorder leur violon pour aboutir à un accord d'assistance technique ou financière pouvant permettre au président João Lourenço d'atteindre son objectif de parvenir à une croissance d'au moins 2% cette année après la contraction de moins 0,7% enregistrée en 2016. Le taux d'investissement et le taux de croissance en zone UEMOA connaissent une nette progression ces dernières années. À titre illustratif, le taux d'investissement a grimpé de 24,5% en 2015 à 26,8% en 2016 et devrait être de 28% en cette année 2017. Selon l'agence UEMOA Titres, il s'agit là d'un niveau d'engagement intéressant qui favorise la réalisation des projets dans les 8 pays de l'Union, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. En ce qui concerne le taux de croissance, il est passé de 0,8% en 2011 à 6,7% en 2012, 7,2% en 2016 et 7,9% en 2017. Le secteur tertiaire apparaît comme étant le moteur de cette croissance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, atteignant 3,8% en 2015, tandis que le secteur primaire ne faisait que 1,1% et le secteur secondaire 1,7%. Après 10 années de travaux, l'aéroport international Blaise Diagne sera inauguré au début du mois de décembre prochain. Situé à une quarantaine de kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal, cette infrastructure devrait devenir le principal aéroport du pays et le plus moderne d'Afrique de l'Ouest. Démarré en 2007, les travaux de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass au Sénégal auront mis 10 années pour être finalisés. D'une superficie totale de 4500 hectares, cette gigantesque infrastructure futuriste est située à 47 km de Dakar et à seulement 15 minutes de la station balnéaire de Saly, Portudal. Le chantier a mobilisé 406 millions d'euros, dont 70 millions ont été financés par la Banque islamique de développement, principal partenaire de l'aéroport international Blaise Diagne. Précédemment prévu pour être livré en 2010,
C'est finalement le 7 décembre prochain que cet ouvrage sera inauguré. Il remplit toutes les normes de sécurité, de sûreté et de convivialité pour accueillir les premiers voyageurs. Érigé selon le niveau IATA B, l'aéroport international Blaise Diaye est doté de toutes les commodités modernes pour faciliter le passage des voyageurs avec, entre autres, 6 passerelles télescopiques permettant un passage direct à l'avion, un réseau de voies de circulation capable d'enregistrer 9 mouvements d'avion par heure, un parking automobile de 700 places, une aérogare fret de 50 000 tonnes par an, une aérogare passager de plus de 42 000 mètres carrés construite sur 2 niveaux, pouvant accueillir jusqu'à 3 millions de passagers par an. En somme, le nouvel aéroport du Sénégal dispose de tous les atouts pour accroître substantiellement le trafic aérien et favoriser le développement économique et touristique du pays. Son inauguration prévue le 7 décembre prochain vient à point nommé pour aider le Sénégal à se hisser dans le top 5 des destinations touristiques africaines, conformément au plan Sénégal émergent. L'objectif visé est d'atteindre 3 millions de touristes par an, au plus en 2023. Je le disais en titre, Paris va accueillir les 24 et 25 octobre prochains la première édition du forum PPP Afrique sur le financement des infrastructures et l'énergie. L'initiative vise à aider les entreprises à impulser de grands projets d'infrastructures. Il s'agit d'un forum de haut niveau qui va rassembler plus de 300 cadres et décideurs africains et européens avec des intervenants comme Ibrahima Fofana, ministre d'État de la Guinée, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, Bernard Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères et aussi Charles Paradis, directeur général de Bouygues Concessions. Et puis le Canada, les États-Unis et le Mexique annoncent que les discussions sur la renégociation du traité de libre-échange nord-américain se poursuivront en 2018. Pourquoi cette renégociation a-t-elle échoué? Élément de réponse dans cet élément. Lors des 3e et 4e rencontres, nous avons vu des propositions qui nous ramèneraient 23 années en arrière avant la prédictibilité, l'ouverture et la collaboration sous l'ALENA. Dans certains cas, ces propositions vont à l'encontre des règles de l'OMC. C'est dérangeant. Pour que cet effort du Mexique, des États-Unis et du Canada soit fructueux, nous devons comprendre que nous avons tous des limites. Malgré nos différences actuelles, nous devons nous assurer que les décisions que nous prenons aujourd'hui ne reviendront pas nous hanter plus tard. Aussi difficile que ça a été, nous n'avons vu aucune indication que nos partenaires sont prêts au moindre changement qui résultera en un équilibrage et une réduction de ces énormes déficits commerciaux. Une petite pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. Nous retrouvons ainsi Casimir Kwedio, notre chroniqueur. Bonjour Casimir et bienvenue sur le plateau du journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons au Nigeria, le Nigeria dont l'économie a repris timidement. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que le Nigeria a affiché pour le compte de l'année 2017 un taux de croissance des plus faibles, certes, mais l'économie nigériane est en train de reprendre progressivement son souffle après une année très perturbée. Je veux parler de 2016 où l'économie du pays a été perturbée par la chute donc, du brut de pétrole sur le plan international. Désormais, donc, le Nigeria est en train de reprendre son souffle. Et tenez, déjà pour le compte, le premier relevé donc, au cours de l'année 2017, on affiche un produit intérieur brut de 405 milliards donc, de dollars en termes donc, de PIB. Le dernier relevé contre 481,2 milliards de dollars, soit une régression de moins 0,91% selon donc les chiffres communiqués par l'agence nigériane donc de la statistique. Il faut déjà dire qu'au cours de l'année 2017, on a relevé au niveau donc du pays un PIB. Le plus fort PIB a été de 568,5 milliards,
de dollars, excusez du peu, contre le plus bas et tournait autour de 4,2 milliards de francs CFA. Et vous savez, Inès, nous allons nous essayer un peu à un exercice peut-être difficile, mais convertir ce montant au franc CFA, par exemple, ça tourne autour, quand je prends les 405,10 milliards donc de dollars, correspondent ici à 225 milliards en termes de francs CFA. Et ceci, quand on prend un pays comme le Bénin, juste voisin du Nigeria, ça fait environ soit 15 fois le PIB donc, du Bénin. Vous comprenez donc lorsqu'on parle de relance de l'économie donc, du Nigeria et que la moyenne du taux de produit intérieur brut jusqu'à aujourd'hui, enfin à fin septembre 2017, tournait autour de 1,1% de taux de croissance. Ça donne souvent, c'est des chiffres qui donnent beaucoup de réflexion et on a envie de comprendre davantage ce que c'est. Justement, Kazmi Kwejo, j'allais vous demander ce que nous devons comprendre par tous ces chiffres. Vous en avez cité énormément, mais concrètement, qu'est-ce qu'on retient ? Bien sûr, Inès, il faut dire que... Qu'est-ce qui va mieux au Nigeria aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va mieux au Nigeria ? Il faut déjà dire que sur le plan international, le Nigeria bénéficie de la largesse donc, du prix du brut du pétrole qui a repris donc, ses embellies. Et ce qui va bien au Nigeria aussi, c'est le transport. Le Nigeria est en train de rénover complètement son parc, que ce soit au niveau du transport ferroviaire, que ce soit au niveau de la flotte maritime ou bien au niveau des airs. Au niveau du train aussi, le Nigeria est en train de faire un effort remarquable. Mais l'autre secteur qui aujourd'hui est en train de donner de l'embellie à l'économie nigériane, c'est l'agriculture. Le Nigeria, après donc, cette crise de 2015, il faut préciser, c'est en 2015, en juin 2015, que le Nigeria a commencé par sentir les premiers effets donc, de cette crise-là. Le Nigeria a donc pris la résolution de relancer son économie à travers donc, l'agriculture. Et donc aujourd'hui, l'agriculture est en train de pousser progressivement au Nigeria et est en train de donner donc, à l'économie une nouvelle chance de reprendre progressivement. Et donc aujourd'hui au Nigeria, on ne base plus l'économie sur le pétrole, l'or noir, donc, qui jadis avait quand même fait de ce pays durant une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, la première puissance africaine que le Nigeria n'a plus depuis donc, 2016. Mais Kazmi Kwejo, est-ce que tout ceci aura un impact sur les autres pays de la sous-région ouest-africaine ? Forcément, ça en croit la Banque mondiale, le Nigeria, la renaissance de l'économie nigériane et par ricochet de la sous-région pourra permettre aux pays à économie faible tels que le Niger, tel que le Burkina Faso, tel que le Cameroun et pourquoi pas le Bénin surtout, qui tire bon profit donc, de l'économie nigériane. Donc la renaissance de cette économie pourra donc leur permettre de relancer également leur, si j'ose parler ainsi, économie à travers donc, le secteur de l'agriculture où aujourd'hui le Nigeria veut produire pour alimenter la sous-région. Tenez, déjà au niveau des États, enfin 35 États aujourd'hui sont engagés dans la production agricole et ça, c'est à compter avec les moyens modernes en termes donc, de mécanisation de l'agriculture. Et donc forcément, on aura un impact positif donc, de cette renaissance, de cette résilience sur la zone et certainement, pourquoi pas le Nigeria pourra reprendre sa place de premier leader économique au niveau du continent avec beaucoup donc, de surprises dans les jours à venir. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à ce voisin du Bénin. Merci beaucoup, Casimir Kwejo, pour toutes ces explications. Le rendez-vous est encore pris pour demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous et très bonne suite au programme sur SICA. À bientôt.